Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci d'être venus ce matin pour cette dernière journée du congrès de l'ABF et cette table ronde qui va être consacrée à la bibliodiversité à l'épreuve de la concentration des médias. Nous allons aborder ce matin la question de la concentration des médias en apportant une attention particulière à la concentration dans le monde du livre qui nous concerne plus directement et à ses conséquences sur nos métiers et notamment sur le principe de pluralisme des collections, dont il a été beaucoup question ces 2 derniers jours, qui est au cœur de nos politiques documentaires. Et pour aborder ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Jean-Yves Mollier. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Saclay Versailles-Saint-Quentin et vous avez publié de nombreux ouvrages consacrés à l'histoire de l'édition sous de nombreux aspects. 2 nous intéresseront ici tout particulièrement. Il s'agit d'une autre histoire de l'édition française publiée chez La Fabrique et de brève histoire de la concentration dans le monde du livre chez nos voisins de Libertalia, parce que c'est une maison d'édition montreuilloise qui aborde de front la thématique de cette table ronde. Luc Habert, vous êtes membre du comité d'administration et du bureau d'action critique média, plus connu sous le nom d'Acrimed, site de critique des médias né en 1995. Et votre éclairage sur la synergie entre médias et édition, et plus largement sur la concentration des médias, sera très intéressant. Je vous prie d'excuser Emmanuel Vire, qui malheureusement n'a pas pu se rendre au congrès, voilà, et qui donc sera remplacé ce matin, et je le remercie vivement, par notre collègue Jean-Rémy François, qui interviendra comme membre de la commission Paul Doc de l'ABF, et qui viendra nous parler voilà, que fait-on, nous, professionnels, dans cette situation pour défendre le pluralisme dans une situation où des éléments exogènes le restreignent ou le contraignent. Alors Jean-Yves Mollier, on parle très fréquemment de la concentration des médias, avec pour enjeu l'éternel combat pour le contrôle des esprits. En revanche, la concentration dans le monde de l'édition mobilise moins l'attention citoyenne. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Bien, bonjour et merci de votre invitation. Alors en effet, la concentration dans les médias est plus sensible dans la mesure où vous lisez des journaux papier ou bien vous écoutez la radio ou regardez la télévision et donc vous êtes immédiatement en prise avec l'influence de ces médias. Le livre est également un média, vous le savez bien, notamment dans vos métiers de bibliothécaire. La concentration en France, 2 chiffres vont vous permettre de la mesurer dans le monde du livre. Les 2 géants, Hachette Livre, 2,8 milliards de chiffre d'affaires, et Editis, un peu plus de 700 millions de chiffre d'affaires, à eux 2 concentrent plus de 50% du chiffre d'affaires global de l'édition. Si vous ajoutez les 3 suivants, Média Participation, autour également de 700 millions de chiffre d'affaires, Madrigal, c'est-à-dire Gallimard Flammarion, un peu plus de 600 millions, et Albin Michel, autour de 200 millions, Albin Michel qui vient de reprendre Humaine 6 et les presses universitaires de France, autour de 200 millions, vous arrivez à 75% de concentration. Si vous ajoutez encore 5 autres majors, donc les 10 premiers, ils concentrent 87% du chiffre d'affaires global de l'édition en France. Ce qui signifie que les 4000 ou 4500 éditeurs très petits, petits ou moyens doivent se partager 13% du chiffre d'affaires. Si vous ajoutez encore que les 10 premiers, surtout les 5 premiers, ne sont pas seulement éditeurs, mais propriétaires d'énormes entreprises de diffusion, celles qui vont chez les libraires avec les représentants pour présenter les livres à l'avance, et de distribution, c'est-à-dire les camions qui véhiculent les colis de livres, c'est eux qui en sont les propriétaires. En fait, ils ont une domination considérable sur l'ensemble du monde du livre, puisque même les petits et les moyens doivent passer, pour partie en tout cas, par leurs entreprises de diffusion-distribution. Alors, si on veut donner un peu d'épaisseur historique, ce phénomène, il est à la fois récent et ancien. Je m'explique. Une grande enquête des nouvelles littéraires parue en 1952-1953, intitulée « Éditeur, qui êtes-vous ?»,
montrait qu'à cette époque, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'édition française, elle était familiale et composée de petites et moyennes structures. À une exception près, la librairie Hachette, c'était son nom jusqu'en 1971. Après, c'est devenu le groupe Hachette et aujourd'hui Hachette Livre appartenant à Lagardère Publishing, lui-même propriété de Vivendi. La librairie Hachette, dès 1939, était absolument atypique. Elle possédait d'énormes messageries de la presse et du livre et elle était présente dans 80 000 points de vente en France. Les journaux diffusés, distribués, les livres diffusés, distribués par Hachette étaient omniprésents dans la France de l'avant-guerre. Dès 1939, 60% du chiffre d'affaires de Hachette, donnons-lui ce simple nom, était réalisé à la fois par la diffusion, la distribution et par le département Hachette à l'étranger. Mais Hachette était atypique. C'était une sorte d'apax. Tous les autres étaient des groupes familiaux. Les choses ont changé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec deux premières concentrations. Hachette qui reprend un certain nombre de maisons d'édition alors fragilisées, Grasset, Fasquelle, Stock, Fayard et un certain nombre d'autres. Deuxième petite concentration autour de Gallimard avec De Noël, Le Mercure de France, un peu plus tard La Table Ronde. Et puis on voit apparaître un troisième groupe en filigrane autour des presses de la Cité qui vont reprendre, mais là c'est plutôt au début des années 1960, Plomb, la librairie académique Perrin, GP Rouget-Or, bien connu des bibliothécaires de la jeunesse, et qui vont devenir en 1988 le groupe de la Cité, devenu lui-même en 1998 Vivendi Universal Publishing, c'est-à-dire la filiale livre de Vivendi Universal, et en 2003, Editis. J'y reviendrai. Premier stade. Deuxième stade, les années 1980. Jean-Luc Lagardère reprend en décembre 1980 le 41% des actions de Hachette. Et il publie un communiqué de victoire. Désormais, Matra, à travers Jean-Luc Lagardère, est propriétaire de Hachette, puisqu'avec 40% des actions, vous êtes largement majoritaire dans la mesure où les petits actionnaires ne se déplacent pas aux assemblées générales. 1980, 1988, je viens d'en parler, c'est les presses de la Cité qui se marient avec une filiale de Havas, la CLP Communication, propriétaire de Nathan et de Larousse, et ces deux ensembles réunis deviennent le groupe de la Cité, qui, autour, à la veille du troisième millénaire, en 1998, Havas est absorbé par Vivendi, qui est son actionnaire principal. Vivendi rachète sur le marché mondial les studios Universal, et donc la filiale livre devient Vivendi Universal Publishing. Alors ce type de concentration, c'est le plus habituel, c'est celui que j'appellerais une concentration de type économique. Concentration à la fois verticale et horizontale, selon le modèle classique. Mais à côté, je vais introduire maintenant un nouveau type de concentration qui va nous rapprocher de ce qui se passe autour de Vincent Bolloré depuis quelques années. En effet, en 1985, un idéologue, Rémy Montagne, dernier secrétaire d'État à la famille et à l'action sociale du dernier gouvernement de Raymond Barre, décide d'abandonner la politique et de mettre sa fortune. Il a épousé la sœur de François Michelin et il a donné sa propre sœur à François Michelin pour en faire sa femme. Ce sont des actions solides. Eh bien, il décide, avec l'appui de la famille Michelin, de Claude Bébéar et d'un certain nombre de grands patrons capitalistes, il décide de mettre toute sa fortune au service de la politique de Jean-Paul II en direction de la jeunesse. Et il crée le groupe qu'on appelle d'abord Ampère, puis qui devient Média Participation. On est en 1985. Il va se spécialiser dans le rachat de maisons d'édition qui font de la bande dessinée. Et il décide de moraliser la bande dessinée.
Plus question de montrer les seins des femmes, plus question d'utiliser un vocabulaire un peu grossier. Désormais, il faut effectivement se situer dans la ligne qu'a voulu le pape Jean-Paul II. Alors il y a des réactions, y compris d'ailleurs dans les milieux chrétiens de gauche, du côté de témoignages chrétiens. On dénonce cette entreprise qui rappelle Vichy et l'époque du maréchal Pétain. Alors c'est pas très gentil parce qu'en réalité Rémy Montagne a été résistant. Donc c'est quand même un procès qui historiquement ne tient pas la route. Mais en effet, il y a des ressemblances au niveau de l'orientation idéologique. Alors Rémy Montagne va mourir en 1991. C'est son fils Vincent Montagne qui reprend les rênes de l'entreprise et qui décide, lui, d'adoucir la ligne politique et de gérer Média Participation comme une simple entreprise. Média Participation, dans son développement énorme, à l'époque c'est moins de 100 millions, l'équivalent de moins de 100 millions de chiffre d'affaires. J'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est 700 millions de chiffre d'affaires. L'entreprise, c'est aussi les parcs Spirou, c'est un énorme secteur des webtoons, une énorme entreprise aujourd'hui. Vincent Montagne, PDG de Média Participation, a repris Le Seuil, lui-même avait été repris par une entreprise. Donc au niveau de toutes ces absorptions, on voit apparaître un autre géant qui, du point de vue de la ligne idéologique, ne fait pas trop parler de lui. Encore que le renvoi l'année dernière du PDG du Seuil a fait parler la presse qui a dit « mais est-ce que cela ne cacherait pas une volonté de réintroduire une ligne politique ?» En toute objectivité, on ne voit pas pour le moment de modification dans la stratégie ou les catalogues du Seuil. Alors, en revanche, ce qui est apparu à partir de 2020, c'est l'entrée d'un nouvel acteur, Vincent Bolloré, qui jusque-là était parfaitement étranger au monde du livre et des médias, qui avait commencé vers 2014-2015 à s'intéresser à la presse. Mais c'est surtout en janvier 2019, en reprenant la majorité des actions du groupe Editis, qu'il va décider de réorienter cette entreprise en essayant, un an plus tard, en 2020, il entre dans le capital de Hachette, ou plutôt de Lagardère, parce que Arnaud Lagardère, fils de Jean-Luc, est un très mauvais chef d'entreprise qui a conduit le groupe Lagardère, pas complètement à la faillite, mais en tout cas qui l'a véritablement affaibli. Arnaud Lagardère a appelé comme conseiller Nicolas Sarkozy, qui a un très beau carnet d'adresses, mais qui est tout sauf un dirigeant d'entreprise. Nicolas Sarkozy n'a rien trouvé de mieux à faire que de dire « Ah ben j'ai un copain, Vincent Bolloré, on le met au conseil d'administration de Lagardère ». Bolloré a flairé la bonne affaire. Il a commencé par racheter des paquets d'actions et puis, très rapidement, en 2022, il est devenu majoritaire. Et il a alors voulu marier Editis, dont Vivendi était propriétaire depuis 2019, et Hachette Livre, dont il venait de devenir l'actionnaire majoritaire. Alors, cet essai a été refusé par la Commission européenne. Alors, les éditeurs français, y compris d'ailleurs Antoine Gallimard, y compris Vincent Montagne, le syndicat des éditeurs, le syndicat des libraires, les auteurs, la société de journalistes, tout le monde, évidemment, s'était dressé contre cette énorme tentative qui aurait donné à une seule entreprise plus de 50% du marché du livre. La Commission européenne a mis son holà et donc Vivendi, Vincent Bolloré, ont revendu Editis à un milliardaire tchèque, Kretinsky, et Vivendi a conservé uniquement Hachette Livre. Les changements se sont immédiatement traduits au niveau d'une des filiales de Hachette, au niveau de Fayard. En effet, il y avait eu des pressions sur la PDG Sophie de Closet qui avait remplacé Claude Durand à sa mort. À l'époque, Fayard était une maison d'édition historique extrêmement respectée. Sophie de Closet a préféré partir. Elle a été remplacée un temps par Isabelle Saporta, qui, elle, a négocié de juteuses conditions de départ et qui est partie au bout de 18 mois. Comme elle l'a dit avec une phrase très pudique, Arnaud et moi, nous avons trouvé un chemin.
Ah, c'est merveilleux, on croirait avoir à une chanson pour les enfants, une sorte de comptine, comme diraient nos amis anglais, un chemin. Trouver un chemin, c'est un chèque avec au moins 7 chiffres, vous voyez à peu près le montant. Bref, aujourd'hui, c'est Lise Beul qui, après avoir été vidée, licenciée d'Albin Michel, l'éditrice de Zemmour, licenciée de plomb par Denis Oliven, le PDG d'Editis Nouvelle Manière, eh bien, se retrouve PDG de Fayard. Et évidemment, l'un des premiers livres qu'elle ait souhaité éditer, ça a été, vous le savez, les mémoires d'un tout jeune homme de 28 ou 30 ans, les mémoires de M. Bardella. En utilisant une formule de marketing extraordinaire, la vente à l'aveugle, c'est-à-dire que dans les 3-4 mois qui précèdent, les représentants de l'entreprise de diffusion Hachette sont passés voir les libraires, leur ont dit « il y a un livre qui va sortir, je ne vous dirai pas quel est l'auteur, je ne vous dirai pas quel est le titre, mais vous pouvez être sûr que vous en vendrez comme des petits pains, donc achetez-les, vous allez gagner beaucoup d'argent ». La vente à l'aveugle a réussi. Techniquement, commercialement, l'opération est impeccable. Près de 200 000 exemplaires vendus. C'est exactement comme ça que 10 ans avant, les arènes, avec le diffuseur Hachette, avaient vendu ce chef-d'œuvre de la littérature. Merci pour ce moment. Vous savez, d'une ex-première future dame, là c'était un peu La Fontaine, c'était Perrette et le Pot-au-lait. Bon, elle se prénommait pas Pierrette, mais elle avait vendu plus de 600 000 exemplaires. Le livre avait été traduit même en Chine et elle a gagné une fortune. Exactement la même vente à l'aveugle. Je dis ça parce que certains qui voient le mal d'un côté ne le voient pas de l'autre, trouvent normal que les arènes aient gagné beaucoup d'argent avec l'opération à l'aveugle de Merci pour ce moment en 2014 et trouvent anormal que Hachette ait gagné et Fayard avec le livre de Bardella 10 ans plus tard. En réalité, c'est la même opération. Mais évidemment, d'un point de vue idéologique, ça n'est pas tout à fait le même contenu. C'est évident que les confidences méchantes d'une femme trompée, et on comprend qu'elle ait pu en vouloir à son partenaire, ça n'a rien à voir avec, effectivement, les mémoires d'un homme politique. Donc, quelle est la situation? Et je vais conclure là, pour le moment, ce panorama très rapide de la concentration dans le monde du livre. Vous avez retenu les chiffres. 4 000 à 4 500 éditeurs n'ont que 13% du marché du livre, dans leur diversité, avec des secteurs forts comme le livre pour la jeunesse, heureusement, le livre en région, également très fort au niveau des indépendants, mais enfin, pour le reste, c'est compliqué. Et puis, avec la tentative de Bolloré, qui ressemble à la tentative qui avait été celle de Rémy Montagne en 1985, on voit comment le livre devient véritablement un média au service d'une cause idéologique et politique, avec la publication de livres de Bardella, de Philippe de Villiers, et ça va continuer. Mais j'ajoute immédiatement, car contrairement à ce que certains observateurs rapides et pressés ont dit, l'ensemble du groupe Hachette, au moment où je parle, n'est absolument pas touché par cette irruption du politique dans les maisons d'édition. Regardez le catalogue de Grasset, le catalogue de Kalman-Levy, le catalogue de Stock, vous n'y trouverez rien au moment où je parle. Moi, je ne suis historien, je parle du passé et du présent, je ne parle pas de l'avenir. Rien dans ces catalogues. Par conséquent, ça ne sert à rien d'être maximaliste et de vouloir s'en prendre comme un certain nombre d'organisations, je pense à certaines organisations qui ont participé, comme moi, au livre débordé Bolloré, mais moi, je ne suis responsable que de l'article que j'ai signé, et j'ai fait mettre dans la préface que chacun n'était responsable que de son texte, car je suis en désaccord total avec notamment les Soulèvements de la Terre, qui proposent de s'en prendre à l'ensemble des filiales du groupe Hachette, de détruire ou de voler les livres, et de faire une opération à la rentrée scolaire contre les maisons d'édition scolaires du groupe Hachette, ce qui est scandaleux dans la mesure où les manuels scolaires n'ont pas été touchés par l'orientation idéologique. Et le pire, c'est que beaucoup d'auteurs de manuels scolaires du groupe Hachette sont probablement des électeurs ou des amis, non seulement de l'extrême gauche, mais de la gauche en général, et même des Soulèvements de la Terre. Donc il y a là, à mon avis, une aberration dans la volonté juste
de s'en prendre à la domination qu'exerce effectivement Bolloré sur la presse papier, la radio et la télévision, mais mon voisin va en parler, et sur le monde du livre. Voilà pour le moment ce que je voulais dire. Merci. Luc Habert, quel regard vous portez sur ce tournant idéologique de la concentration dans le monde éditorial et quelle relation vous faites entre la concentration éditoriale et la concentration des médias plus largement ? Oui, globalement, pour continuer sur Bolloré, voilà, faut aussi voir ce qu'il possède du côté des médias, donc notamment CNews, notamment Europe 1, le JDD, et puis après aussi d'autres titres genre National Geographic, Voici, Géo, etc. Et donc voilà, c'est plus sur après, du coup, c'est un aspect de concentration verticale, puisque effectivement, d'une certaine manière, notamment pour des livres comme ceux de Bardella ou de Philippe de Villiers, la chaîne de valeur, entre guillemets, dans leur point de vue, c'est aussi, ça passe aussi par la promotion de ces livres à la télé, à la radio, etc. Et donc c'est aussi dans une recherche de ce type de synergie, entre guillemets, qui possède à la fois des médias et des maisons d'édition. Et il possède aussi, je crois, Relay, donc jusqu'à la vente. Voilà, et donc ça va on va le propulser sur je sais pas combien de plateaux de télé, et en étant légitimé sur ces plateaux-là, ils vont aussi être invités à parler de leurs livres sur les autres plateaux, parce que tout ce que... Voilà, il y a aussi un effet d'imitation dans les médias qui fait que si une chaîne si quelque chose fait l'événement, il faut que tout le monde en parle, et donc ils ont un vrai pouvoir comme ça à imposer ce qui fait l'événement dans le... Enfin, bon. Dans le livre. Et voilà, et donc effectivement après moi j'ai pas spécialement d'avis sur ce que tu viens de dire sur le reste des activités d'achat ou autre, mais effectivement il y a un vrai effet de promotion et avec des énormes moyens de promotion de ces idéologues là, quoi, et très disproportionnés par rapport à leur apport intellectuel, on va dire. Voilà. Et après voilà, donc c'est ça. Et donc c'est donc notamment donc une concentration verticale plus qu'horizontale, puisqu'après bien entendu il y a d'autres chaînes de télé, d'autres radios, etc. Et le fait... Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Et voilà. Et de fait, c'est aussi le truc, c'est que pour le coup, il y a une loi contre la concentration des médias en France, qui est la loi Léotard, qui date de 86, et qui était finalement un recul par rapport à ce qui était issu aux mesures qui étaient issues du programme du Conseil national de la résistance. Mais c'est une loi qui surtout s'intéresse vraiment à la concentration horizontale, quoi. On cherche à ce qu'il n'y ait pas un monopole sur la télévision ou un monopole sur la radio. Et c'est une loi qui n'empêche pas du tout de posséder à la fois une radio, une télé, etc. Et de posséder à côté, pour Bolloré, voilà, tout ce qu'il possède, et pour d'autres de posséder des entreprises très impliquées dans la vente d'armement à l'État français, et donc qui s'en servent comme levier de pouvoir après y compris sur les politiques, puisque effectivement, pour faire sa carrière politique, il faut être invité sur les plateaux. Donc pour être invité sur les plateaux, il faut quand on est responsable d'une municipalité ou autre, signer avec Bouygues ou signer des contrats, quoi. Voilà. Et donc après, l'autre point où je peux peut-être aussi apporter, c'est sur l'aspect orientation idéologique de Bolloré, puisque à chaque fois qu'il est interrogé sur le sujet, lui, il nie en bloc avoir une quelconque orientation idéologique. Or, c'est quelque chose qui est complètement facile à objectiver. Ça demande un peu de travail. C'est notamment un travail qu'avait fait pour le coup le collectif, comment ça s'appelle, des Sleeping Giants, qui est un collectif qui se bat pour essayer de convaincre les annonceurs de boycotter les médias de Bolloré. Et ils avaient notamment fait une étude en se basant sur les archives de l'INA, où ils avaient identifié que globalement CNews représentait à elle seule 44% du temps d'antenne total consacré au thème de l'immigration et au thème de l'islam. Donc ça clarifie que c'est vraiment c'est pas le seul média qui en parle sans doute
plus que ça n'intéresse réellement les Français, mais c'est notoirement eux qui le mettent dans le débat public. Et aussi, l'autre chiffre qu'ils avaient sorti, c'était précisément, ils avaient été voir la proportion, enfin le nombre d'apparitions des mots, des concepts lancés notamment par les idéologues d'extrême droite, donc notamment par Éric Zemmour, de francocide, de racisme anti-blanc, des civilisations, etc. Et là, c'était genre très très net que c'était vraiment... Enfin, c'était... Pendant toute une période, c'était assez également réparti dans tous les médias. Et au moment où, justement, ce qui correspond au moment où Zemmour a été recruté en chroniqueur sur CNews et tout ça, c'est vraiment devenu de manière très très prépondérante sur les médias de Bolloré que ces concepts-là se diffusent dans le débat public, quoi. Puis ils avaient aussi identifié l'omniprésence des syndicats policiers qui étaient présents à l'antenne 6 jours sur 7 et par rapport aux syndicats de l'éducation nationale et de l'agriculture, l'omniprésence, la présence beaucoup plus importante des syndicats orientés politiquement à l'extrême droite, donc l'UNI pour l'éducation nationale et la coordination rurale, disons, pour l'agriculture. Bon, je simplifie, enfin je ne veux pas non plus... je dis les choses grossièrement, mais voilà. Enfin, c'était globalement... Je peux m'arrêter là pour le moment. Voilà, puis après nous, on avait aussi un peu identifié ça en observant notamment les matinales, qui sont des matinales qui sont... Donc la matinale de Sonia Mabrouk et Dimitri Pavlenko, qui sont à la fois diffusées sur Europe 1 et sur CNews, donc ça montre aussi un exemple de à quoi ça sert la concentration transversale. Pour le coup, télé et radio, c'est que aussi ça permet de diminuer les coûts de production en produisant la même émission et en la diffusant à la fois à la radio et à la télé, ce qui aussi uniformise encore le discours, quoi. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Donc vous nous avez donné les éléments qui objectivent la création d'un pôle idéologique. Est-ce que, et je vous pose la question à tous les deux, est-ce qu'il vous semble pérenne, Jean-Yves Mollier, est-ce qu'il y a les conditions pour la pérennité de ce pôle? Alors, comme je l'ai précisé, je suis historien et je n'ai pas de compétences pour parler de l'avenir. Mais je ne vais pas refuser pour autant de répondre à la question. Mais je préfère le dire. Quand je parle du passé, je m'appuie sur des études et je parle au nom d'un savoir accumulé par la communauté scientifique. Quand j'interviens par rapport à demain, je suis comme vous, et donc c'est une opinion. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit pérenne pour une raison, je dirais, économique et financière. Regardez l'exemple de la famille Montagne. Le père, Rémy Montagne, était véritablement un idéologue. Quand le fils, Vincent, reprend l'entreprise en 1991, il a parfaitement conscience d'un risque financier s'il maintient le cap idéologique. Et il va choisir, au nom de la rationalité économique, mais aussi au nom de ses intérêts personnels, ses intérêts économiques et financiers, il va choisir, au fond, une voie neutre pour développer l'entreprise au sens managérial du terme, en adoucissant la stratégie idéologique. La question se pose donc aujourd'hui de savoir si les enfants de Vincent Bolloré, 3 garçons et une fille, tous les 4 plus ou moins intégrés à l'intérieur de l'entreprise, enfin 2 garçons et une fille surtout, est-ce qu'ils maintiendront le cap lorsque le père, Vincent, leur aura abandonné complètement la direction de l'entreprise, ou est-ce qu'au nom de la rationalité économique, ils prendront conscience du risque qu'il faut courir à leurs actionnaires et donc par contre-coup à eux-mêmes lors d'une assemblée générale des actionnaires qui serait houleuse. Il y a eu quand même beaucoup de pertes au niveau de C8, au niveau de CNews du point de vue de la télévision. Il y a eu des pertes au niveau d'Europe 1. Alors Europe 1 remonte un petit peu en ce moment. Il y a eu des pertes au niveau également de la presse écrite. Il y a donc un risque qui peut entraîner un changement. Mais est-ce que cela se produira? Je n'en sais strictement rien. Au fond, la décision appartient aux enfants de Vincent Bolloré, mais autant le père, lui, se livre à certains moments. Mon combat est civilisationnel, dit-il, hein, et en gros, je traduis en trivialisant un peu, la France est foutue si l'Église ne redresse pas la barre. De quelle Église parle-t-il? De l'Église catholique? Non, même pas. De la fraction
la plus radicale, la plus extrémiste à droite de l'Église catholique. Il ne parle pas au nom du pèlerin, au nom de témoignages chrétiens. Il parle au nom de familles chrétiennes, au nom d'un certain nombre de publications. Donc, Vincent, lui, a parlé, a révélé son véritable visage. Les enfants de Vincent Bolloré sont strictement muets, ou alors c'est de la langue de bois. Donc, on ne peut rien véritablement conclure. Donc, très honnêtement, je n'en sais rien. Est-ce qu'il perd de l'argent en ce moment, Vincent Bolloré? Oui, il en a perdu au niveau des médias. C'est ça, c'est qu'après, globalement, pour lui, les médias, c'est une dépense, c'est pas une... et après, c'est aussi sans doute une des justifications qu'a fait la fermeture de C8, c'est que les critères de l'Arcom pour accepter le renouvellement d'une chaîne, c'est notamment qu'elle soit rentable pour elle-même et pas qu'elle soit utilisée comme ça en pure perte, du coup à des fins autres que de... Enfin voilà, ça a du sens d'exiger la rentabilité d'une chaîne parce que ça veut dire que normalement, voilà, elle n'est pas juste utilisée comme... Par ailleurs, il y a un risque aussi à avoir orienté, comme il l'a fait, Fayard dans la direction de l'extrême droite. Fayard, je l'ai dit, était une maison d'édition en histoire et dans le domaine des essais et même de la littérature. Ismaël Kadare, Solzhenitsyn, enfin, c'est pas n'importe quoi au catalogue de Fayard, Isabelle Allende, enfin des très grands écrivains. Il y a un risque que fait courir la direction actuelle de Fayard à l'entreprise. Imaginez le drame pour des auteurs comme moi. J'ai 8 titres publiés chez Fayard, évidemment, à l'époque de Claude Durand, à l'époque où cette maison d'édition était recherchée par les historiens, les sociologues. Et donc, j'ai 8 titres. Le vrai problème pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande à quitter cette maison d'édition? Mais ce n'est pas si simple. Car lorsque nous avons signé des contrats, nous avons abandonné à l'éditeur notre propriété littéraire jusqu'à notre mort et 70 ans après notre mort. J'ai engagé mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Donc, les tribunaux ne nous suivraient sans doute pas. Donc, il y a une situation complexe. J'espère vraiment qu'un jour, assez proche, eh bien, il y aura de nouveau un changement à la direction de Fayard et que Fayard reprendra la course qui était la sienne. Mais c'est un pari sur l'avenir. Je ne sais pas s'il se produira. Alors, vous avez déjà en partie répondu à la question, mais je souhaiterais qu'on l'approfondisse. Vous avez parlé est-ce qu'il y a des risques d'appauvrissement de la diversité des idées avec cette concentration? Vous avez commencé à répondre qu'il faut nuancer ces craintes. Est-ce que vous pourriez développer plus longuement, s'il vous plaît? Oui. Si effectivement, comme certains le craignent, si l'orientation que Vincent Bolloré a donnée à Fayard, si on avait la preuve qu'il l'a donnée à ces maisons d'édition scolaires, c'est-à-dire l'ensemble des maisons du groupe Hatier, Fouché, Duno, etc., Armand Collin, enfin, toute une série de grandes et honorables maisons d'édition scolaires. Si en effet il y avait une volonté de droitiser le contenu de ces manuels scolaires, alors oui, la liberté d'expression serait gravement menacée. Très franchement, je n'y crois pas parce que les enseignants français étant ce qu'ils sont, il y aurait une levée de bouclier et ils n'accepteraient pas de faire étudier en classe des manuels qui n'auraient pas leur aval. Car en France, ce n'est pas le chef d'établissement qui choisit les manuels, ce n'est pas le ministre de l'Éducation nationale, ce sont les commissions pédagogiques au niveau des collèges, au niveau des lycées, au niveau des écoles primaires, qui regardent les manuels disponibles sur le marché et qui décident, pour une durée en général de 5 ans, de faire confiance à Nathan, à Hatier, à Hachette, etc. C'est eux qui le décident. J'imagine que s'ils observaient un changement de contenu, ils interviendraient immédiatement. Donc, il ne faut ni sous-estimer, ni surestimer les dangers. Il y a en France, fort heureusement, à cause des traditions syndicales, des traditions historiques, il y a des garde-fous, il y a des barrières. Donc, dans le monde du livre, où est-ce que Vincent Bolloré pourrait intervenir? Je l'ai dit, Grasset, Calman-Lévy, Stock sont des maisons essentiellement de romans, de fiction, de novels, comme disent les Anglais ou les Américains. C'est très difficile d'intervenir sur le contenu des romans.
pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, avec les commissions de censure, ont essayé, ça a été un échec. Il faut 20 ans, 30 ans pour arriver à un véritable changement du contenu. Donc, je n'y crois pas beaucoup. Et puis, là encore, les lecteurs et les acheteurs de livres verraient immédiatement. Imaginons que dans le secteur des livres de jeunesse, il y ait une orientation pour qu'on ne parle plus de racisme, qu'on ne parle plus des questions sensibles, d'ethnie, etc., qu'on ne parle plus des droits de la femme, qu'on ne parle plus des différences. J'imagine là encore que les bibliothécaires réagiraient, que les associations de parents, de parents ou de parents d'élèves réagiraient. Donc, nous ne sommes pas du tout dans la configuration des États-Unis, où en effet, aux États-Unis, de très nombreuses associations de parents, mais qui sont d'orientation républicaine, donc de droite ou d'extrême droite, eh bien, exigent qu'on enlève dans les bibliothèques scolaires ou dans les bibliothèques municipales toute une série de livres. Il y a eu plus de 3000 livres l'année dernière retirés des bibliothèques aux États-Unis. Je ne crois absolument pas à la transposition en France de ce type de mesures. En gros, je vais vous dire, ça ne sert à rien de se faire peur. Il y a suffisamment de dangers pour qu'on les objective, qu'on les regarde en face, sans en inventer, pour simplement se donner un peu plus de frissons. Lucas, est-ce que tu penses toi aussi que les garde-fous au niveau des médias vont tenir et sont... Je pense que c'est pas tant une question d'uniformisation de la pensée, parce que je pense pas que les médias ont le pouvoir d'imposer ce qui se passe dans la tête des gens tant que ça. C'est plus qu'ils ont le pouvoir d'imposer les thèmes du débat, sur quelles questions les gens vont se poser, sur quoi ils vont devoir se positionner, et qu'est-ce qui va passer un peu inaperçu dans le débat, quoi. Et après, je pense que la stratégie de Bolloré, elle est plus une question dans une visée de conquête du pouvoir par l'extrême droite, plus qu'autre chose. Et puis après, on a suffisamment après de recul historique pour savoir ce que ça peut donner derrière, quoi. Mais c'est plus par là qu'il peut y avoir derrière ce type de censure. Et c'est une fois avec le pouvoir de l'État. Et quelque part, c'est moins... la promotion du livre de Bardella, c'est moins la promotion du contenu du livre de Bardella que la promotion de Bardella comme un grand intellectuel qui serait en plus d'être un grand TikToker, le candidat parfait. Je pense que c'est plus dans cette logique-là, quoi. Et après, l'effet, que ce soit l'effet de l'introduction des concepts de l'extrême droite, qui sont quand même toujours des concepts à base d'amalgame et d'inversion du sens des mots, etc. C'est plus de tuer le débat que d'appauvrir la pensée. C'est plus que leur but est plus que les mots n'ont plus de sens, plutôt que de faire de rendre complètement... de toute façon, aussi, je pense que le milieu intellectuel en tant que tel est pas si... Il a tendance à un peu mépriser les médias, etc., pas forcément si... il a un peu sa propre vie, quoi. Mais il est aussi de plus en plus isolé, de moins en moins visible, il y a de moins en moins d'influence sur le débat public plus général. C'est plus ça, à mon avis, comme ça que ça marche, quoi. Merci. Jean-Rémy, qu'est-ce que nous, bibliothécaires, à la lumière de ce tableau de la concentration éditoriale, on peut faire pour préserver la diversité et le pluralisme des collections ? C'est très simple, hein. Alors, je remercie M. Mollier, je suis hyper content d'être à ses côtés, très humblement. Et je trouve que son discours est aussi un discours qui est positif et nous engage à la responsabilité sans avoir trop peur non plus. Et c'est vrai que les milieux économiques et politiques ne font pas forcément bon ménage, et on l'a aperçu il n'y a pas longtemps avec cette affaire de ce conflit maintenant d'ailleurs entre Trump et, comment il s'appelle, celui qui fait les Tesla, je ne sais plus. Donc ça c'était juste pour rebondir, et c'est vrai que donc il faut savoir garder raison. Je sais pas qui c'est qui disait ça, mais bon. Alors les bibliothécaires dans tout ça, c'est vrai qu'on a fort heureusement depuis quelques années notre fameuse loi Robert qui nous donne un cadre quand même assez précis et des orientations. Cette loi n'a jamais été mise au tribunal pour savoir en fait comment elle pouvait nous protéger. En tout cas, elle nous oriente dans notre pratique professionnelle, et c'est déjà important de s'y appuyer là-dessus. Et elle mentionne cette notion de la diversité éditoriale et du pluralisme. Et nous, les bibliothécaires, on essaie justement de construire un peu cette vision-là.
qu'est-ce que la bibliodiversité justement? Alors c'est vrai qu'en général, le bibliothécaire, il a une approche par titre dans sa façon de sélectionner, donc par titre et par contenu. Pour certains, il y a une approche du monde de l'édition, puisqu'il y a des lignes éditoriales, des collections, des auteurs fétiches, et puis donc il va aussi avoir cette politique de valorisation de la qualité de certains ouvrages ou de certaines lignes éditoriales qui prennent des risques éditoriaux aussi, puisque c'est au-delà des enjeux commerciaux. Les éditeurs prennent des risques éditoriaux systématiquement, pour la plupart du temps, pour la plupart des titres d'ailleurs. C'est quand même un domaine assez précaire. Et donc, on est quand même plutôt sur une approche par titre, par contenu, et qui dépend d'orientation globale, qu'on espère formaliser, mais c'est loin d'être le cas partout, c'est-à-dire d'équilibre de l'ensemble de la collection par domaine documentaire, adulte, jeunesse, sciences humaines, littérature, fiction, SF, etc., avec des questionnements sur la population du territoire, l'âge, le niveau d'études, etc. Le but, c'est la diversité des collections. Et dedans, c'est vrai que la loi Robert mentionne cette question de la diversité des courants d'idées et des productions éditoriales. C'est écrit noir sur blanc. Alors ça veut dire que finalement, si on doit se pencher sur les productions éditoriales, on devrait au final connaître un petit peu mieux la situation du monde éditorial dans ses aspects justement de développement d'idéologie, ligne éditoriale, mais également économique. Et force est de constater que l'approche interfilière qui positionne la bibliothèque au sein de la chaîne du livre, avec d'un côté l'auteur, ensuite l'éditeur, le diffuseur, le distributeur, le libraire, la bibliothèque et le lecteur, on ne l'a pas toujours parce qu'on est parfois un peu éloigné du fonctionnement et de la vie économique de cette chaîne du livre. Donc l'idée, aujourd'hui, on n'a pas tant de critères d'analyse de nos choix documentaires qui seraient basés sur une approche de quels sont les éditeurs indépendants. Et on n'a pas les outils pour. Après, rassurons-nous, par nature, depuis toujours, le bibliothécaire aime fouiner et trouver le titre de l'éditeur très peu connu qui met en avant un auteur qui ressort parfois décédé ou un nouvel auteur qui prend un risque aussi. Donc ça a toujours été le dada du bibliothécaire. Mais on n'a pas vraiment cette approche-là. Et puis, comme il n'y a pas une bibliothèque qui se ressemble, je pense que ce serait intéressant de travailler là-dessus. Et sur la connaissance de cette situation de la chaîne du livre. Alors c'est aussi du coup moi mes solutions, j'ai envie de dire c'est un peu ça, et c'est ce qu'on fait au niveau de la commission de la politique, de la commission Poldoc de l'ABF, dans notre feuille de route que je vous invite à lire sur le site internet. La première, c'est l'enjeu de la formation, et donc c'est d'intégrer dans les parcours de formation, en lien peut-être avec aussi les licences métiers du livre, qui ont une approche filière, donc librairie, édition et bibliothèque, d'intégrer dans les formations de bibliothécaires ou d'auxiliaires de bibliothécaires et dans les formations de politique documentaire, un temps, peut-être une demi-journée quand c'est sur 3-4 jours, en tout cas un temps sur le monde de l'édition, ses concentrations, ses logiques financières et aussi idéologiques. Donc lire déjà le livre de M. Mollier, en premier lieu. Et ça, c'est vrai que c'est important, en tout cas déjà, d'être formé là-dessus. Le deuxième temps, c'est dans sa pratique professionnelle, se rapprocher aussi, par souci de responsabilité, des éditeurs qui sont à vos côtés, dans les départements ou les régions, des agences du livre ou de la lecture qui sont aussi à vos côtés quand vous participez à des manifestations littéraires, et puis de travailler aussi avec votre libraire sur ces questions-là. Alors la deuxième mission de la commission Poldoc, dans sa feuille de route, c'est justement d'essayer de construire une position, une responsabilité des bibliothèques au sein de cette chaîne du livre qui nous corresponde, c'est-à-dire respectueuse des droits des auteurs, et puis qui soit aussi consciente vis-à-vis de la situation de l'édition en France. Et puis, dans le respect aussi des libraires. Alors, on a commencé un peu le travail, mais on est au tout début. On s'est rapproché de la Fédération des éditeurs indépendants, qui représente un peu les 4500 éditeurs qui se partagent la petite part du gâteau. Et donc, on a été invité aux deuxième assise à Bordeaux de la Fédération des éditeurs indépendants, qui ont beaucoup d'attentes aussi pour travailler ensemble sur cette approche d'interfilière aussi. Un petit exemple, lors de cette table ronde auquel j'ai participé, c'était de se dire que pour la question de la distribution, il est parfois plus cher pour un libraire d'acheminer un livre d'un petit éditeur mal diffusé. Ça donne des coûts en fait de transport supplémentaires, alors que le prix unique du livre reste le même et la remise est la même, et donc il est plus cher de faire venir parfois un petit éditeur de qualité, je précise pour mes collègues, qu'un livre qui est très bien diffusé. Et ça, c'est peut-être des régulations à porter au niveau du ministère de la Culture et d'autres interlocuteurs pour pouvoir avoir des outils de régulation aussi.
Il y a une bibliothèque dont je ne citerai pas le nom, une bibliothèque départementale d'ailleurs, qui pratique cet avantage dans son marché public, qui a inscrit le fait de rembourser les frais supplémentaires de distribution. Eh oui, alors j'étais surpris, je me suis dit, mince, moi je suis pas... Mais c'est un bon exemple de rembourser aux libraires les frais supplémentaires de distribution quand il s'agit de petits éditeurs. Je pense qu'on a des outils juridiques qu'il faut faire valoir aussi. Donc ça, c'était une première piste. Et la deuxième, c'est effectivement d'avoir cette approche interfilière. Donc pour les perspectives, on a commencé de travailler avec l'association, donc le syndicat de la librairie française, c'est ça, oui, c'est son nom, la SLF, avec M. Husson, avec la SOFIA. Alors la SOFIA, donc, je ne sais pas s'ils sont ici ou pas, non, peut-être pas, ils pourraient intervenir. Non. Dans la... Comment ? Ah, il a un stand, oui, allez voir le stand, Monsieur Pelletier en tout cas. Et là, l'idée, c'est de travailler avec la Fédération des éditeurs indépendants, la SOFIA, les bibliothèques et les agences du livre et de la lecture en région, pour essayer de se dire qu'est-ce que l'édition indépendante et essayer de la circonscrire. Et pour le moment, c'est compliqué. Il y a une définition, donc je vous invite à aller voir le site de la FEDEI, maintenant je vais dire ça, la Fédération des éditeurs indépendants, qui a une petite définition de ce que c'est qu'un éditeur indépendant, mais pour le moment, c'est quand même pas facile. Nous, on n'a pas les outils pour les détecter comme ça. Donc c'est un éditeur qui publie uniquement à compte d'éditeur, sans contrôle direct ou indirect, ni de l'État, ni d'une collectivité territoriale, ou ni d'un établissement public, comme une université par exemple, sans avoir partie liée à un groupe d'édition ou à un groupe financier, et sans excéder un chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros. Voilà, c'est leur définition. Pour le moment, il n'y a pas d'assise juridique, c'est une autodéfinition de ces éditeurs indépendants. Je pense que M. Mollier connaît mieux le sujet que moi. Mais à partir de là, l'idée, c'est d'interroger les bases de la SOFIA, qui a toutes les bases des ventes des livres en librairie et qui pourrait nous donner ces analyses à partir d'un spectre qui serait défini autour de l'édition indépendante et notamment de cette définition-là. Et on espère pouvoir travailler à ça lors d'une journée d'études nationale début 2026. Allez-y, je vous en prie. Oui, sur cette question, effectivement, elle est très importante. Merci d'avoir rappelé tout cela. La Fédération des éditeurs indépendants, elle représente en ce moment 400 éditeurs indépendants. C'est à la fois beaucoup et peu. À peu près 10%, j'ai dit, des 4000 indépendants. Moi, je leur ai conseillé, parce qu'en réalité, il y a 3 mouvements. Il y avait d'abord l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Elle existe toujours et certains des membres de la fédération sont membres de cette alliance. Il y a également l'autre livre qui regroupe un peu moins, probablement une centaine d'indépendants. Alors, tout en étant extérieur, je ne suis pas éditeur, je leur ai conseillé quand même d'essayer de se réunir pour qu'ils puissent parler d'une seule voix. Mais ça, ce sont les affaires des éditeurs indépendants. En tout cas, la Fédération des éditeurs indépendants, avec ses 2 assises, a montré qu'elle était majoritaire dans ce milieu et qu'effectivement, elle pouvait devenir un interlocuteur auprès de toute une série à la fois d'associations et puis de commencer à peser d'un poids par rapport aux grands diffuseurs et distributeurs. Car c'est là le problème. Notre collègue vient de le dire. Comment faire connaître la production des petits, au niveau quantitatif, des petits éditeurs qui sont souvent qualitativement bien meilleurs. Alors, dans le domaine du livre de jeunesse, mais je ne vais pas vous l'apprendre, vous disposez d'une excellente revue, je la reçois tous les mois et je la lis un peu rapidement parce que je ne suis pas engagé directement, mais je vous assure que je la lis tous les mois, la revue des livres pour la jeunesse, c'est vraiment extraordinaire parce que là, on peut vérifier la bibliodiversité. Les grands éditeurs n'ont pas à se plaindre, leurs bonnes productions sont analysées, mais les moyens n'ont pas à se plaindre, les petits n'ont pas à se plaindre, et même les tout petits, dont les bons livres sont également mis en valeur. Je pense qu'il faudrait avoir ce type de revue pour la littérature pour adultes. On ne l'a pas, parce que le magazine professionnel Livre Hebdo ne s'intéresse évidemment qu'aux principaux éditeurs, parce que il est l'émanation du syndicat national de l'édition qui lui-même ne regroupe que les 400 éditeurs dont le chiffre d'affaires est le plus important. Donc c'est là où il y a un manque criant et il n'y a plus les nouvelles littéraires, il n'y a plus ces grandes revues. Le magazine littéraire Lire n'est plus que l'ombre de lui-même et de toute façon n'a jamais été l'émanation des petits et des moyens éditeurs.
Alors les petits et les moyens éditeurs, ils se déplacent, ils vont chez les libraires, ils vont porter leur production, ils arrivent pour certains d'entre eux à trouver des pare-feux. Je pense à l'exemple de la Fabrique. Éric Hazan, qui est mort il y a quelques mois, Éric Hazan avait patiemment tissé un réseau de librairies amies, ce qui fait que tout en étant un micro-éditeur au niveau du chiffre d'affaires, eh bien, le tirage moyen et la vente moyenne de ces livres était de 2000 exemplaires, ce qui est remarquable dans le domaine des sciences humaines et sociales. Les grands éditeurs, entre guillemets, le seuil, ne font pas mieux, ils font moins bien. Mais Éric Hazan, ça lui a pris 10 ans. Et puis, c'était Éric Hazan, connu antérieurement du milieu parce qu'il avait dirigé les éditions d'art Fernand Hazan que son père avait créées. Et puis, pour d'autres raisons, il était un éditeur engagé. Donc, c'est vrai qu'il y a là un véritable problème. La bibliodiversité, elle est menacée. Elle est menacée. La plupart des micro-éditeurs meurent dans les 5 ans après leur création. Le cap des tempêtes, comme je l'ai appelé, c'est la 5e année. Si vous parvenez à le franchir, en général, vous pouvez espérer durer. Mais la plupart s'écroulent avant. Alors, en même temps, côté positif, chaque année, il y a de nouveaux éditeurs qui se créent parce qu'il n'y a pas besoin d'un gros capital pour créer une maison d'édition. Sans argent, on peut créer sa maison d'édition. Mais la bibliodiversité, oui, elle est en danger. Et en même temps, il y a tous ces mouvements de la société qui font que, par divers moyens, eh bien, on arrive à faire connaître ces productions. Je rajouterai du coup juste un petit mot pour continuer sur l'aspect bibliothèque. La bibliodiversité, elle est effectivement en danger par la concentration économique, financière de l'édition. C'est vraiment par un modèle économique de diffusion-distribution qui est à la main des groupes majoritaires et qui impose des énormes livraisons chaque jour, parfois aux libraires, qui ne les commandent parfois pas, etc. Et qui oblige à une rotation d'un livre tous les 3 semaines. Donc en librairie, à part les libraires qui sont, on va dire, presque anticapitalistes et qui se positionnent par rapport à ça et font leur choix uniquement, mais la plupart des librairies qui sont moyennes ou grosses sont soumises en fait à un rythme effréné de rotation des livres, de stock et de flux, et ont des difficultés à assumer leur choix de valorisation en librairie. C'est vraiment une pression commerciale, une négociation très dure. Le métier de libraire est extrêmement difficile. Les bibliothèques là-dedans, elles ont un rôle à jouer justement à un moment, peut-être avec la Fédération des éditeurs indépendants, mais d'une manière générale avec l'édition indépendante, de valoriser et de rendre visibles ces productions-là, en s'appuyant aussi sur les libraires, aussi sur les éditeurs indépendants. Mais en tout cas, on a cette place, nous, qui est exempte de pression commerciale, de pression politique. Et donc, on peut avoir, en fait, à un moment, peut-être dans les années à venir, être le lieu de la représentation de la bibliodiversité à travers l'édition indépendante. Et c'est en tout cas notre mission sur le mandat actuel, donc, qui se finira dans 3 ans et demi. Donc, à vous de juger dans 3 ans et demi si on aura un peu avancé. Et Jean-Rémy, pour prolonger ton propos, comment ça se traduit concrètement dans les politiques documentaires? Est-ce qu'il faut qu'on assume de donner une exposition à ces éditeurs qui va au-delà des 13% dont parlait M. Mollier En fait, ça commence déjà par prendre conscience de ce que c'est que l'édition indépendante, parce qu'en fait, on n'a pas trop cette approche-là, on le sait, mais finalement, on n'a pas la lecture économique. Donc, il y a des publications récentes, que ce soit donc M. Mollier ou même dans le Débordé Bolloré, etc. On a des outils sur Internet. Maintenant, l'information, elle est là. Aux bibliothécaires de s'emparer de ça, et puis aussi d'essayer de cibler quels sont ces éditeurs qui sont hors de ces grands groupes. Alors après, les questions du chiffre d'affaires ou autre, c'est toujours un peu compliqué, mais on connaît aussi un peu le domaine, donc on saura juger. Et ensuite, l'idée, c'est effectivement de prendre ce critère-là et de l'inscrire dans nos choix, nos réflexions de sélection et de politique documentaire et de valorisation des collections, par le souci de cette bibliodiversité. Et donc, ça peut être dans l'entrée de chaque bibliothèque à terme, on pourrait se dire, tiens, on présente systématiquement un mobilier de valorisation de l'édition indépendante, hors major. Voilà, pourquoi pas, c'est des petits messages rigolos, ça n'empêchera pas la grosse cavalerie d'être achetée, empruntée et puis d'être mise à disposition du public. Mais c'est d'envoyer un signal aussi et d'avoir ce petit modeste geste de régulation par rapport à cette diversité éditoriale. Après, l'idéal, et c'est ce qu'on cherche à faire entendre avec la SOFIA, la FIL et la FEDEI, c'est d'avoir un outil qui puisse faire en sorte de repérer
quand un éditeur se retrouve dans cette définition de l'édition indépendante. Sauf que la définition n'est pas encore suffisamment précise. Peut-être M. Meunier pourra nous aider, je ne sais pas. Et en tout cas, c'est pas assez précis. Mais ce qui serait idéal, c'est que nous, quand on fait nos paniers de commandes, on puisse avoir un petit affichage, un petit écusson, un petit label édition indépendante qui permettrait de faciliter en fait cette valorisation et qui soit quelque chose de très sérieux, repris par la BNF, les bases électres, etc. quoi. C'est très compliqué en effet de donner une bonne définition, vous allez voir pourquoi. Il y a eu tout un débat au sein de la Fédération d'éditeurs indépendants à propos de deux structures, à savoir le seuil et la découverte. Ils sont à la fois indépendants dans leur ligne politique et la propriété de deux grands groupes. La découverte appartient à Editis à 100%, mais jusqu'à la mort de François Gèze, il y a 1 an et demi ou 2 ans, cette maison a été vraiment un laboratoire qui permettait d'expérimenter toute une série d'idées. Et quoi qu'en disent Thierry Discepolo et Agone, qui détestaient François Gèze, à aucun moment n'a fait passer les intérêts financiers ou les intérêts du groupe Editis avant la recherche des livres qui font réfléchir. Donc, indépendant spirituellement, je dirais, mais dépendant financièrement. Le seuil, avec Hugues Jalon à sa tête, on a eu aussi une ligne absolument indépendante. Et il a été licencié l'année dernière. Mais le seuil appartient totalement à Média Participation. Là encore, indépendance spirituelle, mais dépendance économique. Alors, c'est très compliqué. Le seuil et la découverte voudraient bien être considérés comme de vrais indépendants. Mais je pense que c'est bien de donner tous les éléments. Voilà. Moi, mon opinion de simple citoyen et de lecteur, ils sont réellement indépendants du point de vue de la définition des livres qu'ils éditent, mais ils sont totalement dépendants d'un point de vue économique et financier. Et de ce point de vue-là, ils sont avantagés dans leur distribution et diffusion. On va passer aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants ? Alors, bonjour, je suis Valérie Mantoux, je suis actuellement retraitée, mais j'ai travaillé longtemps au Centre national du livre. Voilà, alors un petit rappel historique, le Centre national du livre avait un bureau des bibliothèques qui possédait un budget d'environ 6 millions et dont la fonction unique était de valoriser l'édition indépendante et les petits éditeurs. Ça embêtait beaucoup les bibliothèques, beaucoup. Donc il y a une petite hypocrisie là, ou en tout cas il y a un petit renversement peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas on a eu beaucoup voilà. Bon, pour rappel, le budget maintenant du bureau des bibliothèques est environ de 400 000 €. Et c'était uniquement en direction des éditeurs indépendants. Donc il y avait là aussi une institution qui avait une certaine idée de ce que c'était que l'édition indépendante, une expertise, si je peux dire, à son niveau. Voilà. Donc ça, c'était pour un petit rappel historique. La deuxième chose que je voulais remarquer, c'est encore un panel d'hommes. Il y a une chanson qui s'appelle Où sont les femmes, je crois, non, c'est ça. Mais je fais trêve de plaisanterie. Sur le CNL, je vous rassure, ça existe toujours. Il y a une commission et les experts dont je fais partie veillent scrupuleusement, mais en toute objectivité, puisqu'ils sont indépendants et qu'ils n'ont pas d'intérêt eux-mêmes dans l'affaire, sur effectivement l'aide qui peut être apportée aux micro et aux toutes petites structures. Le CNL, je vous le rappelle, Centre national du livre, il a été longtemps alimenté essentiellement par la taxe sur les photocopieurs. Alors, elle diminue aujourd'hui, mais il a un budget indépendant, donc il n'est pas menacé par les changements de politique budgétaire. Il a un budget assez important et ses commissions répartissent la totalité des aides. Pour le moment, il n'est pas menacé. Elles aidaient exactement à ça. Elles aidaient à l'achat dans les bibliothèques, sous certaines conditions, mais vraiment, bon, plutôt... l'achat dans les bibliothèques d'une collection spécifiquement d'éditeurs indépendants et de petites éditions.
Voilà, et uniquement ça. Si je peux me permettre là-dessus, parce que ça me rappelle de bons souvenirs, et donc je vous remercie de rappeler cette histoire. J'étais en 2007 à Montreuil et je m'occupais de ces demandes de développement de fonds thématiques qui permettaient effectivement d'aller vers des achats beaucoup plus risqués, d'avoir des collections avec une belle profondeur et une belle biodiversité. Et alors ça nous embêtait peut-être un petit peu, mais au final on était bien contents de ce qu'on recevait. Et donc c'était quand même un appui qui était intéressant. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu un changement avec une approche qui était autour de la médiation et de la collection aussi, au niveau du CNL. Mais je me souviens de ça, il y avait des moyens, et c'est vrai que je me souviens que les bibliothèques de Montreuil en ont bien profité pour construire leurs fonds aussi, c'est vrai. Bonjour, Viviane Olivier, bibliothèque départementale de la Creuse. Je voulais justement aller un peu dans le sens de Valérie. On a profité aussi du CNL à l'époque. Mais surtout dire qu'il y a quand même encore les agences régionales du livre en région, avec les DRAC, avec le CNL, justement, qui mettent en place les contrats de filière et que, en l'occurrence, les bibliothèques, on a un rôle à jouer puisqu'on peut faire... Enfin, nous, je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine, on organise des petits déjeuners avec les petits éditeurs, avec l'ALCA. Et voilà, c'est très facile à monter et ça permet de valoriser les petits éditeurs en région. Et on fait aussi des cafés ABF, pareil, un peu sur le même principe, avec les libraires indépendants et les éditeurs indépendants. Donc il y a encore plein de choses à faire. Merci. Vous avez évoqué à plusieurs moments la question de la vigilance, de l'observation. Je voulais savoir s'il existe cette démarche sur la thématique de la presse jeunesse qui a vécu un phénomène de concentration il y a une vingtaine d'années avec le rachat par Bayard de Milan Presse. On a une concentration assez phénoménale en France à cet endroit. Est-ce qu'il y a des études et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Oui, c'est une question très importante que nous n'avons pas abordée, en effet. Alors, dans l'actualité, il y a quelques semaines, vous avez dû voir que les journalistes du journal La Croix ont menacé de se mettre en grève parce qu'ils refusaient l'arrivée à l'intérieur du directoire de Bayard d'un personnage qui était propulsé par Pierre-Édouard Stérin, un autre milliardaire qui, lui, est bavard, d'extrême droite, avec son programme Périclès, je ne m'étends pas. Alors, il faut savoir que le groupe Bayard, quand il a repris Milan il y a une quinzaine d'années, Milan, laïque, situé à Toulouse, Bayard, catholique, situé à Paris, il y a eu des inquiétudes de la part des bibliothécaires, de la part des auteurs, des parents. Mais on n'a pas assisté à un changement de ligne et donc, au fond, la concentration ne s'est pas ressentie au niveau du contenu des livres. En revanche, ce qui vient de se produire de manière souterraine, le groupe Bayard appartient à 100% à la congrégation des Pères de l'Assomption. Or, la congrégation des Pères de l'Assomption au niveau mondial a changé. Elle est nettement orientée à l'extrême droite au niveau politique. Et donc, comme elle est propriétaire à 100%, elle ne demande aucun bénéfice financier au groupe Bayard, ni au journal La Croix. En revanche, elle est propriétaire, elle peut intervenir au niveau du directoire. En effet, l'un des pères qui dirige le directoire du groupe Bayard a tenté effectivement d'introduire un changement. Il y a eu une levée de bouclier et pour le moment, le danger est écarté. Pour le moment, ça veut dire qu'il faut être vigilant. Mais pour ma part, j'ai apprécié parce que, y compris des journalistes de La Croix, mais je ne donnerai pas leur nom, m'ont immédiatement alerté, m'ont demandé des conseils et je leur ai dit qu'il fallait évidemment se réunir entre eux, décider à la majorité entre eux de s'opposer, ce qu'ils ont fait et je pense qu'ils ont été admirables de ce point de vue-là. Donc vous voyez, on a parlé de Bolloré, on a parlé maintenant de Pierre-Édouard Stérin. Il y a des choses qui se produisent aussi au niveau de la presse, au niveau d'un mania de l'armement maritime, CGA,
CGM, enfin un gros armateur dirigé par Rodolphe Saadé, propriétaire de Nice Matin, propriétaire de La Tribune, ami d'Emmanuel Macron, et qui a essayé à un moment, lorsqu'un article de Nice Matin était défavorable à Emmanuel Macron, il avait licencié le rédacteur en chef. Grève immédiate de son personnel, il est revenu en arrière et il a repris le rédacteur en chef. Donc vous voyez, c'est pour ça que la France n'est pas les États-Unis, et encore moins la Hongrie. Hein. Nous avons objectivement des craintes, des dangers à nos portes, mais en même temps, nous avons des traditions, nous avons des manières et des procédures et des moyens pour faire en sorte de faire attention. Donc, vous avez raison, là, il y a eu une tentative de manipulation, en effet, d'un des plus gros éditeurs jeunesse. Déjà, je voudrais remercier les panélistes, c'était très intéressant. Donc merci beaucoup. Après, je voulais faire j'ai une remarque, une question. La remarque, c'était sur quand on a parlé de la fiction, un peu, vous avez dit, mais c'est pas possible. De toute façon, il peut pas y avoir d'impact éditorial vraiment des gros actionnaires sur la fiction, etc., etc. On l'a vu dans le régime nazi, ça fonctionne pas, etc. Certes, on ne s'attend pas à une prise de contrôle de ce genre, mais en fait, il faut déjà voir que actuellement, dans le domaine de la fiction, les gros éditeurs font la pluie et le beau temps. En fait, font la pluie de qui est publié, qui n'est pas publié, quelles voix sont entendues, quelles voix ne sont pas entendues, quelle voix va réussir des prix littéraires, quelles voix ne vont pas toucher de prix littéraires, etc., etc. Enfin, je veux dire, l'édition en France, elle est très blanche, dans le sens, en fait, les auteurs et les autrices noires sont extrêmement minorisés. On parlait de littérature jeunesse il y a quelques temps, mais en fait, il y a quelques années, c'était une révolution pour les autrices noires d'arriver à voir des livres qui parlaient, par exemple, des expériences et des vécus des enfants noirs, et qui est une vraie diffusion en France, en fait. Donc c'est d'ores et déjà une question, en fait. Donc il y a déjà, enfin, je veux dire, est-ce que vous voyez beaucoup d'auteurs trans chez Gallimard, Hachette, qui parlent de leur expérience en fiction? Non, il faut aller chez des éditeurs comme Nos Histoires, etc., etc. Il faut aller dans les 13%. Exemple typique, la collection blanche de Gallimard, qui est partout, qui est le standard de référence. En fait, on n'est pas dedans uniquement pour sa qualité littéraire. On est dedans parce qu'en fait, c'est un milieu social spécifique qui est dans cette collection, en fait. Je veux dire, on est Bruno Le Maire, on est à la collection blanche de Gallimard. Bon, voilà. Donc ça, c'était ma première remarque. Ma question, c'était plus pour nos collègues de l'ABF, du coup. Est-ce qu'il est envisagé, du coup, que l'ABF, en conjonction avec d'autres organismes comme la Fédération des éditeurs indépendants, signe un nouvel appel, peut-être, à avoir une loi compréhensive sur la concentration des médias, que ce soit la presse ou l'édition, que ce soit horizontale ou verticale. Voilà. Est-ce qu'on voudrait faire un nouvel appel à la déconcentration des médias, peut-être en prévision des prochaines échéances politiques? Est-ce que c'est un projet? Moi, uniquement sur la remarque, hein, et je vous laisse la parole après. Sur la remarque, vous avez en partie raison, mais les grands éditeurs, au sens quantitatif toujours, prendraient un risque énorme s'ils n'étaient pas attentifs à la diversité. Ils sont obligés de regarder ce qui se fait du côté des réseaux. Ils sont obligés de regarder du côté de l'auto-édition. Et ils sont extrêmement vigilants. Et dès qu'ils repèrent un mouvement, même s'il leur déplaît, ils attirent, ils proposent un contrat pour... Donc, il y a à la fois le phénomène que vous décrivez, et à la fois, il y a là encore des contre-feux. Ce n'est pas pour rien que les grands éditeurs maintiennent leur confiance à de nouveaux romanciers et romancières lors de la rentrée des prix littéraires à l'automne. Ça leur coûte beaucoup d'argent. Ils éditent en moyenne 5 à 700 nouveaux titres dont l'immense majorité ne se vendra absolument pas. Mais pourquoi le font-ils? Parce qu'il y a des perles, évidemment, et donc il s'agit de laisser la possibilité de récupérer ces perles. Par ailleurs, si vous regardez la diversité des prix littéraires, là vous êtes sévère. Et qu'est-ce que vous faites de ce très beau livre de Mohamed Bougarsfar, qui a obtenu le Goncourt il y a 3 ou 4 ans. Et je signale que cet auteur a écrit un extraordinaire roman qui a eu beaucoup moins de succès, où il parle de l'homosexualité en Afrique, au Sénégal.
Vous vous rendez compte quel culot? Un Sénégalais homosexuel, ça ne peut pas exister. Eh si. Eh bien, quand il a eu le prix Goncourt, il y a eu au Sénégal, évidemment, des critiques. Oui, il a écrit un roman homosexuel, mais ça n'a pas empêché la bonne diffusion. Vous voyez, les choses évoluent. Et si vous regardez maintenant le nombre de femmes qui sont primées, et notamment par le féminin, mais pas uniquement par le féminin, le Renaudot, le Goncourt, là encore. Et puis, de très grands écrivains antillais ont été aussi primés. Mais je vous accorde que l'entrée de Bruno Le Maire dans la collection blanche n'est sans doute pas ce qu'a fait de mieux Antoine Galibard. Au fond, ça ressemble à l'introduction de Jean d'Ormesson dans cette extraordinaire bibliothèque de la Pléiade qui n'avait pas besoin d'abriter cet hôte absolument incongru. Je réponds peut-être sur la deuxième question. En tout cas, les problématiques qui ont été soulevées ou la remarque, elle est importante et je pense que ce sont des questionnements que les bibliothèques doivent porter au sein de leurs équipes, dans leurs orientations de politique documentaire, dans leur analyse de fond, parce qu'il faut être sensible au contenu aussi là, en fait, des ouvrages. Et donc, c'est notre travail d'essayer aussi d'équilibrer tout ça. Donc ça, c'est vraiment des problématiques dont on doit s'emparer, qui ne le sont pas forcément aussi, parce que voilà. Et sinon sur le reste, je crois que ça dépasse notre capacité d'agir, de proposer une loi sur cette histoire de la concentration des médias ou de la... Alors s'il y a une initiative en France, on pourrait partager, co-signer quelque chose, mais par contre là, que ce soit même techniquement, scientifiquement, notre capacité d'agir est limitée par rapport à ça et même politiquement. Mais on pourrait toujours en rêver, c'est vrai. Bonjour. Alors, c'est peut-être pas le sujet, mais moi, je voudrais quand même zoomer, aller vers les collectivités. Là, on parle au niveau national, mais il faut quand même rappeler qu'en bibliothèque, on a un budget et que la menace aussi, c'est de couper ce budget d'acquisition. Enfin, moi, je l'ai vécu dans une ancienne collectivité avec une menace de 40% de coupe de budget. Donc, bon, heureusement, les usagers se sont réveillés et ont monté un collectif qui a permis de maintenir un budget suffisant. Mais voilà, c'est une vraie question parce qu'on travaille pour des politiques et voilà, comment on peut... Ben oui, là c'est le nerf de la guerre, comme on dit l'argent. Donc en baisse budgétaire, les choix sont encore plus difficiles. La biodiversité est encore plus difficile. Est-ce qu'on se dit finalement on va acheter la grosse cavalerie parce que on a notre public qui nous le demande, ou est-ce que notre rôle il est plus important dans la découverte d'auteurs moins connus, d'éditeurs moins connus? Et là, ces questions-là sont encore plus aiguës quand on a de moins en moins d'argent. Alors c'est vrai que c'est le budget, c'est heureusement qu'il y a parfois des collectifs de citoyens ou de bénévoles pour les bibliothèques départementales qui font entendre leur voix dans les médias locaux pour mettre un peu de coup de pression politique. Mais sans budget, la question du choix ne se pose plus. Alors elle va se poser après sur les questions de livres d'occasion ou de dons, mais c'est encore une autre histoire. Je préfère pas l'aborder. Et il y a un autre biais, je me permets de compléter le propos de Jean-Rémy, c'est que alerter les collectivités sur le fait que descendre en deçà des 2 € par habitant met en danger les subventions d'investissement. Voilà. Alors ça peut ne pas être suffisant, mais c'est un outil. Après, peut-être un argument là-dessus, c'est que quand on a une collection même de 10 000 livres, vous faites un prix moyen, 20 €, vous voyez l'importance tout de suite d'un chiffre, parce que quand il y a des gros chiffres, et si vous renouvelez pas la collection, ça c'est de la politique documentaire, en fait la collection d'ensemble perd de sa valeur puisqu'elle vieillit. Et donc vos 200 000 € perdent de leur valeur. Donc en fait, il y a des arguments un peu économiques comme ça, qui sont entendus par nos directeurs financiers parfois. Bonjour, merci beaucoup pour cette discussion. Moi, j'ai une question un petit peu de débutante. Je suis nouvelle à ces sujets, c'est extrêmement intéressant, mais je ne comprends pas, en fait, naïvement, pourquoi il n'y a pas un arsenal législatif, ça va un peu dans le sens de la question tout à l'heure, contre ces phénomènes de concentration. Vous avez parlé de la loi Liotard, donc, qui est déficiente dans le sens où elle s'attaque seulement à la concentration horizontale. Mais là, moi, ça me sidère qu'en faisant juste un petit panel historique, on voit que la concentration, ça se produit de manière fulgurante. Moi, j'en reviens pas que Vincent Bolloré se soit lancé là-dedans en 2019-2020 et maintenant, il est incontournable médiatiquement, quoi. Donc,
comment vous expliquez ça? C'est quoi les blocages qui existent, enfin, au niveau politique, au niveau économique? Et même si j'entends bien que ça ne peut pas être porté par l'ABF, que ça doit être porté par un mouvement plus large et armé, comment on pourrait faire pour vraiment faire cesser ces phénomènes à la source et qu'on ne soit pas obligé de, en aval, se triturer les méninges sur bon sang de bonsoir, comment on fait pour traiter cet énorme problème? Alors c'est une question très importante. Historiquement, le Conseil national de la résistance y avait répondu et avait proposé qu'à la Libération, il y ait une nationalisation des messageries Hachette. Mais en 1947, j'ai expliqué dans mon livre, comment, je ne vais pas y revenir, comment historiquement le groupe Hachette, avec le soutien des banques privées, a acheté la direction des journaux, y compris le journal socialiste Le Populaire, pour pouvoir casser les reins à l'entreprise des messageries françaises de la presse. Bref, à partir de 1947, les Hachette a été à 50% dans les NMPP, enfin 49% et 51%. Comme il était propriétaire de journaux, il était ultra-majoritaire. Avant 1981, le programme commun de la gauche de 1972, dans la troisième partie, avait promis de nationaliser les messageries Hachette. Eh bien, dans les 110 propositions du candidat Mitterrand en 1981, évidemment, cette disposition avait disparu. Ceci explique cela. Ça veut dire que la réflexion, elle est ancienne. Depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale, à gauche, il y a une demande de protection par la loi pour empêcher les concentrations. Jusqu'à maintenant, aucune loi n'est jamais parvenue. Pour simplifier, je m'arrête là. Mitterrand avait promis qu'il casserait les reins au groupe Hersant, propriétaire du Figaro et de dizaines de journaux. Évidemment, Mitterrand, qui avait connu Robert Hersant pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est bien gardé de porter le fer, de croiser le fer avec Robert Hersant. De la même manière, il n'avait aucune raison de s'en prendre au groupe Hachette, avec qui, alors que entre 1945 et 1971, il était rémunéré, je l'ai publié, donc je peux le redire, il touchait 5 000 € par mois pour de prétendues études documentaires au NMPP. Et évidemment, si j'ai retrouvé ce document dans les archives des NMPP, c'est un document, c'est pas moi qui l'invente, mais je n'ai jamais retrouvé la moindre étude documentaire signée François Mitterrand pour permettre au groupe NMPP. Et ils étaient malins chez Hachette, ils le déclaraient à l'URSSAF. Et il n'y avait pas évidemment que François Mitterrand. Évidemment, le parti gaulliste était également payé, le PSU de Michel Rocard était payé. Tous les partis qui s'opposaient à la nationalisation des messageries étaient rémunérés. Alors, vous voyez, à mon âge, on a peu d'illusions. Mais ça n'empêche pas qu'on peut souhaiter qu'à l'avenir, une loi protège effectivement les citoyens contre la concentration. Oui, je rejoins complètement le fait que c'est d'abord une question de manque de volonté politique, et y compris de conflit d'intérêts des politiques, quoi. C'est qu'effectivement, voilà, pour gagner une élection, il y a l'idée qu'il faut passer dans les médias, et pour passer dans les médias, il faut être ami avec... Enfin, voilà, il faut en tout cas être bien vu des gens qui ont le pouvoir sur les médias, et qui ont le pouvoir sur notamment la direction éditoriale de ces médias, quoi. Et aussi, voilà, après, notamment le sujet de la concentration des médias, je pense que là, c'est quand même en train de reprendre de la place dans le débat public, etc. Mais ça va être, une association qui existe depuis 30 ans, il y a 10 ans, on était quand même dans une impression qu'on était plus dans le désert, quoi. Enfin, qu'il y a aussi un côté où c'est, voilà, je pense qu'il y a effectivement, ça date, ces questions-là datent d'il y a longtemps, mais il y avait aussi une désertion de la gauche sur ces idées-là il y a 10, 20, 30 ans, quoi. Puis après, voilà, les objections quand il y a des débats au Parlement sur les questions de liberté de la presse, c'est que c'est souvent un truc où ils vont prétendre que la liberté de la presse, c'est la liberté des propriétaires des médias. Ils vont en faire une liberté d'entreprendre plutôt qu'un
une protection du travail des journalistes et une liberté des journalistes, y compris vis-à-vis de leur hiérarchie, etc. Et donc après, c'est au-delà même de la question de la concentration, il y a juste la question de la propriété capitaliste des médias, quoi. Voilà. Et ce qui s'est en plus aggravé, une des raisons pour laquelle ça s'est aggravé et aussi qu'il y a cette prise de conscience, c'est que globalement les médias ont de gros soucis il y a une grosse beaucoup plus de difficultés économiques dans le secteur des médias aujourd'hui et depuis en gros 20 ans qu'il y avait avant, notamment avec l'arrivée d'Internet et avec la fonte des revenus publicitaires des médias qui a été beaucoup absorbée par Google et par les GAFAM d'une manière générale, quoi. Et donc c'est aussi ça qui a mis tout un tas de médias dans une situation économique difficile, qui fait qu'ils ont dû accepter l'entrée d'actionnaires à leur capital et de perdre une part du coup. L'exemple qu'on a notamment notoire, c'est celui du groupe Le Monde, qui jusque dans les années 2000, il y avait 50% des parts qui étaient détenues par la Société des rédacteurs du Monde, donc par les journalistes, où c'était une personne, une voix, quoi. Et donc ça faisait que c'était de fait au final les journalistes qui avaient le pouvoir sur leur journal. Et on parlait du quotidien national de référence, donc pas du tout d'un média anodin. Et puis dans les années 2000, c'est là où ils ont été dans la difficulté économique, en partie aussi par des choix stratégiques, des mauvais choix stratégiques aussi de leur direction, et qui a mené à ce qu'il y a eu l'entrée de Xavier Niel et Berger et Pigasse, etc., quoi. Donc c'est aussi ça qui fait que là où on en est, la question se pose d'autant plus fortement qu'il y a 15-20 ans, où le problème était peut-être moins évident et où il fallait peut-être être plus dans l'analyse détaillée pour pouvoir identifier et prouver qu'il y avait déjà un problème. Mais là, c'est de plus en plus flagrant. Voilà. Oui, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Il y a un mot qui a été, une expression qui a été mentionnée fugitivement, l'auto-édition, qui est un phénomène croissant. Donc, est-ce qu'on peut en dire un mot, d'une part du point de vue de l'édition, de ces mutations, et aussi pour les bibliothèques, parce que ça pose des problèmes de repérage, d'acquisition et de légitimité. Oui, bien sûr. L'auto-édition, c'est plus de 20% des titres déclarés à l'ISBN chaque année. On est autour de 36 à 37 000 nouveautés, plus de 60 000 rééditions. Donc, 20% des 100 et quelques mille titres déclarés à l'ISBN en 2024, 21 ou 22% relèvent de l'auto-édition. Alors, l'auto-édition, elle n'est pas facile à repérer, hein. Ce sont des livres quasi invisibles et improbables souvent, qui relèvent d'une auto-édition, c'est-à-dire quelqu'un décide de faire imprimer en passant chez un imprimeur, ou bien il passe par Amazon, ou bien il passe par une autre structure. Il y a une très grande diversité. On y trouve évidemment le meilleur et le pire. Le pire au sens où un livre, un éditeur, ce n'est pas un imprimeur. Un éditeur, ce n'est pas quelqu'un qui accepte votre manuscrit et qui le confie à l'imprimeur. Ce n'est pas ça du tout, un éditeur. Un éditeur, c'est quelqu'un qui travaille avec vous pour que le texte que vous lui avez proposé soit amélioré et soit le meilleur possible. Et c'est ce texte qui devient un livre. Je dis toujours qu'un écrivain n'écrit jamais de livres. Un romancier écrit des romans, un poète écrit des poèmes, mais c'est l'éditeur qui les transforme en livres, que ce soit l'auto-éditeur d'ailleurs ou l'éditeur lui-même. Mais s'il n'y a pas ce travail, on peut craindre le pire. C'est le problème d'Amazon. Amazon, effectivement, propose des contrats mirobolants avec l'auto-édition, mais ne fera rien pour améliorer le texte lui-même, sauf si, évidemment, il y a un succès commercial. Alors, pour ce qui est des bibliothèques et de l'auto-édition, je passe la parole à mes collègues. Je n'ai pas de recette miracle. J'aurais pas trop grand-chose à ajouter. C'est vrai que c'est pas représenté ou très peu ou de manière anecdotique. Le monde de l'auto-édition, parce qu'il n'est pas visible et on passe par des marchés publics et on travaille avec des libraires qui ne travaillent pas spécifiquement avec l'auto-édition, parce que dans la diffusion, souvent c'est des dépôts, ça se gère commercialement de manière très différente qu'avec les éditeurs, et donc ça multiplie la complexité sur toute la chaîne du livre en fait. Après, au niveau, le bibliothécaire, comme il a une approche de contenu et de titre de base, j'ai envie de dire, il va regarder le contenu, le titre et même, j'ai envie de dire, la forme, c'est-à-dire que
l'impression du livre aussi est très importante, l'objet tout simplement, et donc sa qualité d'impression, sa qualité graphique aussi à l'intérieur. Et donc c'est vrai que dans l'auto-édition, il y a beaucoup de choses qui sont très mauvaises parce que des petits moyens, de la précarité d'impression. Il n'y a souvent pas le travail de l'éditeur qui fait beaucoup de choses. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à une éditrice de l'ENSIB qui connaît bien le métier. Et donc, moi, je rejoins un peu M. Mollier là-dessus. Donc, par contre, je pense qu'il y a un enjeu actuellement sur les publications, aussi sur je ne connais pas très bien, moi, mais sur les publications en ligne, les capacités d'auto-édition qui sont simplifiées. Et avec, effectivement, certainement des textes et des auteurs qui émergent de ce point de vue-là. Et là, c'est vrai que c'est à suivre. Mais les éditeurs ont cette veille aussi, de toute façon. On va prendre une dernière question, parce qu'il est 10h30. Bonjour. J'avais effectivement une remarque et une question, donc je vais faire bref. Sur la concentration de la presse, je serai un peu plus nuancée. Je ne sais pas si on m'entend bien. Sur la concentration de la presse, je serais peut-être un peu plus nuancée que M. Mollier quand vous dites que pour l'instant, on ne voit pas d'impact concrètement. Moi, j'ai l'impression quand même qu'effectivement, cette concentration joue un rôle, a un impact sur les idées et du coup, sur les demandes d'achat qui nous sont faites par les usagers. On voit arriver beaucoup plus de demandes de suggestions d'achat de livres qui sont climato-sceptiques, qui sont complotistes, etc. Avec aussi des thèmes qui sont apparus dans le débat public via notamment les médias Bolloré, mais pas que. Donc ça, c'est la remarque. Pour ce qui est de la question, je me demandais si à la fois au niveau d'Acrimed et M. Mollier, vous aviez potentiellement des indications à nous donner en ce qui concerne la qualification de la ligne éditoriale d'un groupe, d'une maison d'édition ou d'un titre de presse. Parce que, notamment pour la presse, c'est plus visible que, sauf Fayard, pour lequel c'est évident, mais sinon je trouve que c'est plus visible pour la presse, le changement de ligne éditoriale pose parfois des difficultés pour nous pour évaluer la diversité des titres de presse qu'on propose en termes d'orientation politique. Notamment parce qu'en tant que bibliothécaire, on passe souvent par des bouquets d'achat, on achète la presse en bouquet, et donc on a des titres de presse qu'on n'a pas particulièrement choisis, on a choisi le bouquet. Et donc je me demandais si, ou éventuellement la commission Paul Doc de l'ABF, nous on a des outils un peu maison, mais on bricole, et donc comment on pourrait mieux évaluer le changement de ligne éditoriale, sur quels indicateurs, sur quels critères vous appuyez pour travailler, pour repérer éventuellement du coup ces changements et qualifier une ligne éditoriale plutôt qu'une autre. Moi, en deux mots, pendant tout le temps où j'étais en activité, je me suis astreint à acheter 4 quotidiens par jour. J'achetais tous les jours Libération, Le Figaro, L'Humanité et Le Monde. J'ai fait ça pendant les 46 ans où j'ai enseigné. J'ai arrêté à la retraite parce que ça prend... Je ne lisais pas tout, bien sûr, mais je lisais pour pouvoir, en effet, en parler avec mes étudiants. Mais, vous voyez, je vais terminer par là. Le conseil que je donnais à mes étudiants pendant toutes ces années, c'est... Si vous êtes plutôt proche de l'Humanité, pendant 15 jours, arrêtez de lire l'Humanité, lisez Le Figaro. Si vous êtes plus proche du Figaro, pendant 15 jours, arrêtez et lisez entièrement l'Humanité. Alors certains de mes étudiants le faisaient et me disaient qu'en effet, ça avait été une cure de jouvence parce qu'ils n'étaient pas pour autant devenus évidemment adeptes de l'autre camp, mais ils avaient compris que dans la lecture de la diversité, ils apprenaient quelque chose. Mais vous voyez bien, c'est une ascèse qu'on ne peut pas demander à tout le monde. Moi, je fais confiance aux bibliothécaires pour se repérer et faire ce travail infiniment plus compliqué aujourd'hui. À l'époque, avec les 4 journaux, on avait à peu près tout l'arc-en-ciel. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est infiniment plus compliqué. Mais c'est à vous de trouver les solutions. Pour répondre, je pense aussi pour l'aspect de la presse, bon, sans vouloir non plus caricaturer, je pense qu'il y a, enfin, là où globalement ce qu'il disait dans le débat là aujourd'hui, c'était que la bibliodiversité était quand même encore assez importante, etc. Nous, ce qu'on analyse du côté de la presse, c'est qu'il y a quand même un gros problème d'uniformisation des lignes éditoriales. Sans dire que, après, alors, par contre, pour le coup, effectivement, je ne vais pas dire que l'Humanité, c'est la même chose que le Figaro. Hein, ça, on est d'accord qu'il y a quand même, notamment l'Humanité qui reste quand même, pour le coup, assez
spécifique, ne serait-ce que parce que pour le coup c'est pas un média approprié de la même manière par des milliardaires, quoi. Mais il y a quand même un vrai problème d'uniformisation, et notamment du fait que la concurrence dans les médias, c'est pas forcément quelque chose qui crée de la diversité éditoriale, dans le sens où voilà, il y a beaucoup d'effets de concurrence par le mimétisme, aussi par les exigences d'immédiateté de l'information, où voilà, il faut, enfin, une concurrence qui passe beaucoup par si tout le monde en parle, il faut que j'en parle aussi, quoi, encore une fois. Donc c'est aussi ça qui est voilà, et des fois du coup ça fait aussi des fois des médias qui se disent avoir une ligne éditoriale qui effectivement enfin là on parle Libération, Le Monde, pour nous, enfin ça fait partie des médias qu'on critique beaucoup parce que justement il y a aussi un côté, un mensonge sur la marchandise entre la ligne éditoriale qu'ils prétendent avoir et ce qu'ils ont de fait quand on les observe, quoi. Donc après, comment objectiver tout ça, c'est du travail, quoi. Ça demande effectivement d'aller un des trucs qu'on fait, mais qui est aussi partiel, c'est d'observer les unes, parce qu'effectivement, c'est aussi parce qu'un des effets des médias, c'est aussi, enfin, de la presse écrite, c'est juste en tant que on voit la une sur les marchands de journaux plus qu'on ne les lit en profondeur chacun, quoi. Mais et voilà, et donc après on peut observer, on peut compter, on peut dénombrer, mais c'est du travail, voilà. Donc à part lire nos productions, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'autres recommandations. Bon, donc, je sais peut-être m'augurer le mot de la fin, j'en sais rien. En tout cas, la lecture, et c'est ce que vous avez dit, hein, il faut lire. Voilà, les choses variées. Ça fait partie de la sélection et du choix du bibliothécaire. Donc, il faut lire et essayer de comprendre, ce qui n'est pas forcément évident de décoder ces choses-là, mais c'est une pratique un peu quotidienne. Alors, c'est vrai que le temps de lecture n'est pas pris sur notre temps de travail. Je connais un collègue qui l'avait demandé quand même, hein, mais ça n'a pas marché. Donc, mais au-delà de ça, j'ai un exemple par rapport à la diversité éditoriale. Alors, c'est des revues qui sont des trimestrielles ou autres, mais quand la revue dessinée est apparue il y a quelques temps, j'y croyais pas du tout, c'était un moment de creux de l'édition et on a vu réapparaître énormément de publications de revues très thématiques, d'ailleurs sur des niches qui ont finalement duré des années et des années, qui sont parfois qui ont été tentés sur des formats numériques, qu'ils ont abandonnés, sont revenus sur le livre. Et donc, je pense qu'il faut aussi faire confiance en fait dans la vitalité de la vie aussi éditoriale et des initiatives qu'il y a dans ce pays-là, que ce soit dans la bande dessinée. Alors, je ne parle pas effectivement de l'édition jeunesse qui est extrêmement brillante dans ce pays. Et nous, notre rôle, c'est d'être responsable vis-à-vis de ça et d'en montrer toute la richesse et de les soutenir aussi en ayant conscience des difficultés de concentration financière, en étant lucide par rapport à tout ça, et en essayant de construire une posture de responsabilité par rapport à ça. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous et à toutes. Pour ceux qui le souhaitent, il y a au stand de la BSI un petit dispositif qui sera récréatif avec Fatouma Touré, l'Arbre des connaissances. C'est des travaux de médiation, atelier de médiation avec des enfants. À l'atelier de la BSI. Je fais de la pub pour mon copain.